Salut bande de geeks lumineux, vous êtes encore sur le Pampuris blog et c'est toujours Emmanuel Pampuri qui vous parle dans le post. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quoi? On va parler de Sony encore, on va parler de Sony qui nous a présenté récemment plusieurs boîtiers dont le nouveau Alpha 7 et Alpha 7R. Regardez la taille de la chose, c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc tous les amateurs de 5D, de D800 et autres photocam qui travaillent sur ces grands capteurs ne seront pas déçus. Le gros avantage par rapport à un 5D ou un D800, c'est bien entendu la compacité, puisqu'on est sur un boîtier qui est très fin, vous voyez. Enfin là, on est du côté du grip. Donc, mais vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment assez impressionnant. Si j'enlève l'objectif, hop, voilà. En comparaison, par exemple, je vais vous mettre un autre boîtier que j'aime beaucoup, qui est ici, qui s'appelle le GX7. Voilà, vous voyez, grosso modo, au niveau de l'épaisseur sur la tranche, on est kiff kiff bourricot, comme dirait l'autre. Je refais la petite démo. Vous voyez, si je prends le GX7, qui est un boîtier que j'aime beaucoup aussi, en comparaison, au niveau de l'épaisseur, c'est à peu près la même chose. Au niveau de la taille, on n'est pas très loin. Sauf que si vous regardez bien, la taille des deux capteurs est vraiment radicalement différente. Ces deux philosophies, j'aime beaucoup le micro 4 tiers, que ce soit pour la photo ou la vidéo, je trouve que c'est un compromis idéal. Le nouveau petit Panasonic GM et l'Olympus EM1 sont des petites bêtes de course, le GX7 aussi, je l'adore. Mais pour ceux qui ont envie d'utiliser des grands capteurs et avoir des bokeh formidables avec et monter des vieilles optiques tout en conservant leur ouverture de champ, eh bien l'Alpha 7 et l'Alpha 7R seront certainement vous séduire. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu sur ces boîtiers? Donc on va faire un rapide petit tour d'horizon. L'écran est orientable uniquement sur un mode haut et bas. C'est un écran qui est très bien défini, qui apporte un confort de visée qui est assez intéressant. Il n'est pas tactile. Au début j'étais absolument contre le tactile et j'avoue qu'à force d'utiliser les écrans, notamment chez Panasonic depuis le GH3, je suis assez convaincu de leur utilité, notamment pour pouvoir choisir du bout du doigt l'endroit où on va faire le point. Ce boîtier inspire confiance, on va dire qu'il a une qualité, on a une impression de qualité qui est vraiment très bonne. Je ne sais pas, mais il y a du métal dedans, c'est pas uniquement du plastoc. Le grip est plutôt bon, j'ai des grosses papates et de ce côté là c'est plutôt bon. Il y a un petit truc qui m'agace, c'est cette molette là devant. On a envie de poser le doigt pour déclencher, voilà, alors que le déclencheur est au-dessus ici, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, donc la molette avant est un petit peu trop basse, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas, peut-être qu'elle aurait été bien dans l'autre sens, installée avec la roue à la verticale. Correcteur d'exposition old school, ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Le design néo-rétro, c'est un truc qui est plutôt sympathique, ça fait un bel objet. Il n'empêche que quand on est là avec un viseur électronique et qu'on n'a pas les contraintes d'une visée réflexe, positionner le viseur dans le coin, comme ça a été fait de manière très très maligne par Panasonic sur le GX7 notamment, avec ce petit viseur orientable, j'avoue que voilà, de ce côté-là, ça serait pas mal que certains constructeurs d'appareils photo à visée électronique réfléchissent un petit peu à l'ergonomie. Leica a fait son succès grâce au viseur télémétrique qui, au-delà du fait que c'est un confort et une technologie qui est vraiment très intéressante pour l'utilisateur, propose une visée dans le coin. Et quand on vise comme ça, eh ben, on a le nez qui n'est pas en train de buter sur l'écran derrière. Quoi de plus désagréable que de devoir sortir son petit chiffon pour nettoyer ses traces de nez, hein, voilà. Donc là, il y a peut-être une petite réflexion à avoir là-dessus. Ceci étant dit, le viseur est de très bonne qualité, même si, comme je l'ai déjà pu le dire pour le GH3, je suis absolument pas fan de l'OLED dans un viseur. Je préfère avoir moins de contraste et quelque chose de peut-être un petit peu moins flatteur, mais avoir plus de précision, plus de piqué. La technologie OLED, par son système de groupe de 3 pixels pour 1, fait que même s'il y a 2,4 millions de pixels dans le viseur, on manque de def pour faire le point à la main avec les vieilles optiques.
Et c'est vrai que ça, c'est un des points forts de ce boîtier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Vu le très faible tirage optique qu'on a, le tirage optique, c'est la distance entre le bord, ici, de la monture et le capteur. Vu que la plupart des autres boîtiers anciens ont un tirage qui est beaucoup plus grand, on va pouvoir mettre des bagues pour ce boîtier-là, notamment les bagues de chez Novoflex, qui est un constructeur allemand que j'aime beaucoup, pour pouvoir adapter des objectifs de toutes les marques, des vieux cailloux. Typiquement, moi j'ai quelques vieux Pentax des années bissextiles, les fameux Super Takumar. J'ai aussi des vieux Leica R. Et il y a des Canon FD, il y a des optiques de chez Minolta aussi, de feu Minolta, qui sont de très bons cailloux qu'on va pouvoir adapter facilement sur ce boîtier. Et avec ce type de viseur, malheureusement, j'en reviens à nos moutons, il est très difficile de faire le point. Alors il y a malgré tout la possibilité d'avoir les outils indispensables pour l'utilisateur vidéo, à savoir du picking que l'on peut régler sur plusieurs niveaux. On peut même choisir la couleur, ça c'est plutôt gadget, mais pourquoi pas. Et la magnification, donc le fait de zoomer dans l'image à l'endroit où on en a envie pour aller justement affiner cette mise au point manuelle. C'est pratique, mais si on avait un viseur plus défini, on ne serait pas obligé de passer par ces artifices et on pourrait avoir beaucoup plus de réactivité. Voilà. Au niveau de la qualité de l'image, j'avais un peu peur parce que l'Alpha 7R donc hérite du capteur qui a été conçu par Sony et utilisé d'abord par Nikon dans le D800. Ce capteur est dépourvu de filtre passe-bas. C'est un petit filtre optique qu'on met normalement devant le capteur, que la plupart des constructeurs mettent devant le capteur pour atténuer les effets de moiré, pour atténuer les effets de moiré. Voilà, d'accord, hein. Et les effets d'aliasing. D800 m'a fait un petit peu peur déjà à l'époque à cause dans sa version R, je crois, qui est donc dépourvu de ce filtre. C'est vrai que c'est un peu flippant parce qu'on se dit attention en vidéo, vu qu'il y a déjà une réduction de résolution du capteur pour l'enregistrement vidéo, on passe de 24 ou 36 millions de pixels suivant si on est sur un Alpha 7 ou un Alpha 7R à 2 millions de pixels enregistrés. Voilà, ce filtre crée une petite atténuation qui permet justement d'avoir une meilleure qualité d'image et d'éviter aussi les soucis sur les motifs très fins et très répétitifs, les rayures de chemise, les briques sur les murs et je passe... et j'en passe, voilà. Je dis beaucoup de E, vous remarquerez, je dis beaucoup de E parce que j'écris pas avant. Parce que si j'écrivais avant, je dirais pas des E, mais ça serait peut-être un peu moins spontané. Donc voilà, je suis désolé, il va falloir vous farcir les E. Ça fait partie du personnage. Donc, que dire de plus sur ce boîtier? Au niveau du choix des codecs, on est toujours sur de la VCHD. Un VCHD qui... La VCHD n'est pas un mauvais codec, c'est un codec assez moderne, il compresse plutôt beaucoup. Là, on a le choix entre 28 mégabits seconde en 50p ou 24 mégabits seconde en 25p, pardon. C'est pas assez, mais c'est mieux que rien. Et il est clair que si on veut vraiment avoir une bonne qualité, on peut aussi sortir par le HDMI qui est clean. Le HDMI... Et donc, le HDMI est donc utilisable pour être enregistré directement via un petit recorder externe du genre Atomos, Ninja, Samurai, Blade et j'en passe. Les Kipro Mini, les Odyssey Q7 et il y en a d'autres, voilà, vachement bien, que j'ai oublié. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Oui, la VCHD 24 mégabits, c'est compressé, c'est restrictif, c'est dommage d'avoir un aussi joli capteur et un codec aussi contraignant. Néanmoins, on s'en sort pas mal. C'est peut-être moins bon que ce que sait faire Panasonic, notamment sur le GH3, mais ça reste supérieur en termes de piqué dans bien des cas et bien des utilisations à des boîtiers Canon par exemple ou Nikon. Voilà, on a des petits effets de moutonnement, mais je pense que c'est plus lié en fait à
au traitement du signal avant la compression que à proprement parler au codec AVC HD. Quand on voit ce que Canon est capable de faire, notamment sur la C100 ou Panasonic sur le GH2 et après le GH3, je pense que c'est pas forcément le codec qui est à mettre en cause. Je mets des bémols, des gros guillemets à ce que je viens de dire. La qualité est quand même assez exceptionnelle et c'est pas forcément non plus indispensable d'avoir un codec qui pèse des centaines et des centaines de mégas, voire de gigaoctets. C'est pas toujours très cohérent d'avoir un codec qui soit très gourmand en espace disque dans un boîtier qu'on a acheté pour sa compacité, pour avoir un truc qui permet de dégainer très très vite et de faire quand même des belles images. Donc ça, c'est une réflexion que j'aime bien, c'est de me dire, est-ce que c'est cohérent dans un boîtier de cette taille-là, à 1500 ou 2000 euros, d'avoir un codec qui enregistre à 28 mégabits seconde? Oui, c'est plutôt cohérent. On aimerait que ça aille un petit peu plus loin, notamment comme c'est le cas sur le GH3 avec son codec 72 mégabits seconde par exemple, ou sur le 5D, 6D et sur les boîtiers Canon. Mais c'est déjà pas mal. Et encore une fois, si on veut aller plus loin, on peut passer par le HDMI et enregistrer en externe. C'est quelque chose que j'aime pas forcément parce que ça transforme les appareils photo en sapin de Noël avec des guirlandes. Voilà. Du côté des prises, on a des choses qui sont très intéressantes. On a la possibilité donc de brancher ici un micro et un casque. On a aussi donc la sortie HDMI et la prise USB. Donc que vous dire de plus, si ce n'est que toujours dans les nouveautés Sony, et c'est commun à plusieurs boîtiers dont le RX10 dont j'ai parlé récemment. Un autre accessoire qui est vraiment sympa, c'est toujours cette petite chose. Donc ça s'appelle le XLR KM1. Comme son nom l'indique, ça permet de brancher des micros en XLR et on connecte le tout sur la prise, sur le sabot porte-flash ici, comme ça. Voilà. Et ça, après, on le met sur le côté, par exemple, sur un grip, sur une poignée. Et ça peut faire un ensemble reportage qui peut être assez sympathique. Voilà. Vous allez me dire que c'est un peu volumineux, mais c'est le propre de la prise XLR, c'est du costaud, c'est du pro. Et ça peut pas être petit. Il y en a qui ont essayé de mettre des mini XLR, parce que ça existe. Ça n'a pas forcément été une réussite, et après les ingé sons, ils râlent. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des niveaux avec des vrais potentiomètres pour gérer. On a la possibilité de mettre des filtres pour couper les basses fréquences. On a la possibilité d'activer ou pas une alimentation dite fantôme, donc pour pouvoir alimenter les micros. Et voilà, donc ça s'appelle le XLR A1M, pardon. A1M. XLR A1M. Voilà, moi j'aime beaucoup ces Alpha 7 et Alpha 7R. Vous conseillez l'un ou l'autre, ça va plutôt dépendre de votre tirelire, puisque le 7R est un petit peu plus cher, avec ses 36 millions de pixels. Il fait des images en photo qui sont assez extraordinaires. C'est pas la même signature visuelle que le D800, mais ça je pense que c'est surtout lié aux optiques Nikon qui ont leurs particularités et leur classe. Petit bémol, les optiques Zeiss disponibles pour ces boîtiers sont hors de prix. Elles sont très très bonnes, mais elles sont très très chères. Voilà, ici on a un 50 qui ouvre à 1,8 je crois. Il vaut grosso modo 4 fois plus cher que la moyenne de la concurrence. Donc ça c'est un élément aussi à avoir en tête au moment de l'achat. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? J'ai envie de vous dire que faites des images, amusez-vous avec, montrez-les, et on envoie tout de suite un petit magnéto. J'ai été faire quelques images Gare de Lyon avec ce boîtier. Conditions d'éclairage assez pourries, c'est du sodium, ça vient du plafond, c'est assez blafard. J'ai gardé un petit peu cette ambiance et j'ai pas fait d'étalonnage dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est tout de suite maintenant.